Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Je me tente pas. Moi non plus. Genre, j'attends que tu le dises, je te regarde. On se regarde, puis on est full excité. Dis-le. Vos animatrices préférées? Hélène. Et Mélanie? Yes. Préférée? Oui. Bah oui. Ouais. Pense que Écoute, oui. on s'autoproclame. On s'autoproclame. On s'autoproclame Animatrice préférée de True Ouais. Crime québécois-canadien. et non professionnelle du domaine juridique, journaliste, policier. C'est ça. C'est ça. À chaque semaine, à chaque 2 semaines, on dit la même affaire. Ouais. Puis on n'est jamais capable de le dire comme Non. il faut. Je pense qu'on l'a jamais dit pareil. Faudrait l'écrire. Ou tu sais, les podcasts, là, ils enregistrent ces affaires-là. Ah, mais je trouve ça plate, Tu moi. sais, les gens professionnels, là, que Ouais. ce podcast est enregistré. Ouais. À noter que les propos tenus dans ce podcast sont Ah. personnels à l'auteur. Mais je trouve ça plate, moi. Ça m'énerve quand c'est comme la même voix enregistrée, tu sais. Ouais, T'as juste envie de le skipper. je suis d'accord. Ouais. Ah, écoute, on n'est pas de même, nous autres. Non, on n'est pas de même. Non. On n'est pas Ben professionnels de même. Fuck non. Donc, la semaine passée, il y a 2 semaines, Ouais. on a commencé notre spécial Halloween. Halloween. En racontant l'histoire de Coco. De Luco Coco. Luco Coco. Et là, tu nous arrives avec La suite. la suite. Ouais, parce que là... Là, je vous ai laissé sur la vidéo One Lunatic, One Ice Pick, avec une description assez graphique de ce qui se passait là-dedans. Et j'ai terminé avec les Luca Rocco-Magnotta qui sort ses poubelles Ouais. et une très grosse valise. Et c'est là que Je reprends Hélène reprend. L'histoire. Exactement. parce que là, on veut qu'il se fasse pogner. On veut en Ouais. esti qu'il se fasse pogner. Ouais. Je regrette pas d'avoir sacré. Pas du tout. Alors, voici la suite de l'histoire de Luca Rocco-Magnotta. Tant. OK. Alors, dans les dates, je vais y aller un peu de façon chronologique pour la suite. Alors, le 25 mai, c'est la date à laquelle la vidéo a été postée sur les internets, le lendemain du meurtre. Le 27 mai, il y a un avocat américain qui voit cette vidéo-là et qui trouve que ça a l'air beaucoup trop vrai. Oui. Parce que Toujours en J'imagine- 2012, il faut spécifier. Ouais, parce que, tu sais, c'est sûr Oui, on est en 2012. En mai 2012. Parce que j'imagine que sur les internets, il y a beaucoup de fausses vidéos, de trucs de même, là, des gens qui s'amusent à faire des films gore Faux. faux. Mais là, lui, a vu que ça avait l'air vrai, fait qu'il a rapporté la vidéo à la police américaine et canadienne, vu que je pense que c'était sur un site internet canadien, fait qu'il s'est dit, c'est peut-être canadien. Je lis le nom. Bouge pas. Ah ouais, j'avais pas noté son nom, dude. Je l'ai vu en plus, mais je l'ai pas noté. Non, mais le site. Le site, ça s'appelle bestgore.com. Oh! Le site sur lequel ça a été diffusé. Le gars, il va quand même là-dessus, mais bon. Bestgore.com. Il a quand même fait la bonne chose et rapporté la vidéo qui avait l'air vraiment vraie. Mais pour l'instant, ça sert à rien parce que les policiers sont là. Mais c'est probablement fake. Mais on s'en fout. Fait que ça donne rien. Ensuite, le 29 mai, il y a le concierge de l'édifice où habitait Magnotta. Donc, c'était un édifice sur la rue des Caries, à Montréal, pour ceux qui connaissent. Il voit une grosse valise dans les poubelles. Puis ça attire son attention parce que ça pue en esti. On regrette toujours pas le sac. Ouais, non. Ça devait puer. Pour vrai. Et il y avait plein de mouches autour. Fait que là, il décide de regarder ce qu'il y a dedans. Je sais pas s'il regrette aujourd'hui, mais en même temps, une chance qu'il l'a fait. Oui et non. Ouais, oui et non. Et il trouve à l'intérieur un torse humain. En décomposition. Juste le torse. Juste le torse. Alors, tout de suite, il appelle la police. La police arrive sur les lieux, constate que c'est bien un corps en putréfaction. Et alors là, la police se dit, on va fouiller dans le reste des poubelles parce qu'il y a peut-être le reste Il manque quelques du corps. pistes. Ouais, il manque quelques morceaux.
Alors là, la police rentre dans la tâche vraiment, qui devait vraiment être dégueulasse de fouiller dans tout le paquet de poubelles. Là, tu sais, il n'y avait pas juste les poubelles de Lucas, là. Il y avait comme, c'était un gros édifice avec plusieurs logements, là. Fait que, il passe à travers ça. Malheureusement, ben, ils trouvent plein d'affaires intéressantes, mais tu sais, pour l'instant, ils savent pas exactement qu'est-ce qui vient de l'appartement. Ben, en fait, ils savent même pas c'est dans quel appartement, ils savent pas grand-chose à ce stade-là. Mais bon, ils gardent vraiment tout ce qu'ils trouvent, là. Ils prennent tout en photo. Tu sais, entre autres, une bouteille de vin, un poster de Casablanca. Que j'ai mentionné dans l'épisode précédent. Ouais. Amani, ils trouvent des gants, des trucs pour nettoyer. Fait que là, ça, ils se pensent que ça a sûrement rapport, des trucs imbibés de sang. Malheureusement, ils ne retrouvent pas la tête, ni les mains, ni les pieds du corps. Et dans les poubelles, ils retrouvent des cartes d'identité qui ont le nom de Luca Rocco Magnotta dessus. Alors, sur le coup, la police pense que c'est Luca la victime. Ouais. Ils savent rien. Là. Juste sur le coup, ils ont trouvé un corps puis des cartes d'identité à son nom. Parce que, tu sais, en théorie, pourquoi le meurtrier jetterait ses cartes d'identité avec le corps de sa victime, tu sais? Ouais, c'est ça. Fait que là, au moins, ben là, ils savent que, OK, il y avait un Luca Rocco Magnotta qui habitait dans cet immeuble-là, mais pour l'instant, ils n'ont pas de mandat pour rentrer. Fait que, tu sais, ils font juste constater que l'appartement est vide, mais ils peuvent pas, comme, le fouiller encore complètement. Et là, la même journée, ben, il y a un pied humain qui est envoyé dans un colis par Poste Canada jusqu'au quartier général du Parti conservateur du Canada à Ottawa, qui était au pouvoir à ce moment-là. C'était notre ami Stephen Harper. On s'ennuie pas de lui. Alors là, c'est la panique. Et là, Post Canada commence à checker s'il y a d'autres colis suspects et il en trouve un, dans le fond, qui n'était pas encore livré, qui était dans l'entrepôt et qui était destiné au Parti libéral du Canada et qui contenait... Qu'est-ce qu'il y avait dedans, oui, Hélène? Cette fois-ci, il y avait une main. Oh, miam! Ouais. Yes! Ouais. Ben ça, en tout cas, je vais en parler plus tard, mais en tout cas, dans le paquet, il y avait des notes. Il y avait des notes, mais je vais en reparler plus tard. Et la même journée aussi, les amis de Junlin rapportent sa disparition à la police parce que là, ils s'inquiétaient de ne pas avoir de nouvelles depuis plusieurs jours, puis c'était pas normal. On est rendu au 29 mai. Ouais, ça c'est le 29 mai. Donc là, il y a tout ça qui se passe, beaucoup de choses, la police, grosse journée, ils ont travaillé tard cette journée-là. Et là, le 30 mai, là, le lien avec la vidéo commence à être fait. C'est pas encore confirmé par la police, mais là, dans les médias partout, là, on en parle. On allume, là. On allume, ouais. Et là, la police, se rend au bureau de Post Canada, puis ils voient, parce que là, ils savent de où les colis ont été postés. Fait que là, ils voient que les colis ont été postés dans le même quartier où ils ont trouvé le tronc. Fait qu'ils font le lien rapidement. Ils regardent les vidéos de surveillance, et là-dessus, ils identifient Luca Rocco Magnotta comme la personne qui a posté les restes humains. Alors là, il devient immédiatement le principal suspect pour le meurtre. Mais, par contre, les policiers ont déjà 4 jours de retard sur lui. Parce que là, on est le 30 et il se rend compte assez vite que lui, il a quitté le Canada le 26 mai. Pas cave, le petit pet. Non. Puis, là, finalement, les policiers peuvent entrer dans l'appartement de Magnotta et de vraiment tout fouiller. L'appartement est complètement vide. Ça paraît qu'il a été nettoyé. Ça sent fort, là, le produit nettoyant, là, le bleach. Là. Mais rapidement, là, même sans luminol, ils trouvent des traces de sang, surtout dans la salle de bain. Et là, ils se mettent à fouiller puis à considérer ça comme la scène de crime. Ah oui, et il y a une notice sur Interpol qui était... un mandat d'arrêt sur Interpol qui a été lancé, vu qu'il a quitté le Canada. Ben là, c'est mandat d'arrêt international, ce qui veut dire que n'importe quelle police dans le monde peut arrêter cet homme. Le 1er juin, le SPVM confirme que le torse découvert dans la valise est celui de Junlin, le Chinois de 33 ans, qui étudiait à Montréal. Et c'est ça, dans le documentaire sur la chaîne française, là, son ami,
il dit que, genre, la police lui a fait regarder le vidéo. Ben, pas toute la vidéo, là, juste des bouts où on voit son visage pour qu'il puisse l'identifier, comme est-ce que tu reconnais ton ami? Aïe, aïe. Oh my God. Ça va pas être facile, ça. Non. OK, pendant ce temps-là. Fait que ça, c'est ce qui se passe à Montréal jusqu'au 1er juin. Ben là, pendant ce temps-là, Magnotta, lui, le 26 mai, en soirée, il quitte Montréal vers 23h pour Paris. Yeah. En France. Fait que là, la police, il regarde les vidéos de surveillance de l'aéroport et il voit que Lucas, il est bien relax. Il traîne sa petite valise, son petit sac. Là, lui, il fait un petit voyage. Un petit voyage de plaisance à Paris, là. Tu sais, bien relax. Et là, lui, il débarque le 27 mai 2012 à Paris. Il se rend à l'hôtel Novotel dans le quartier qui est proche de la porte de Bagnolet pour les Parisiens qui nous écoutent et qui savent c'est où. On le voit sur les caméras de surveillance. Et dans la nuit, il quitte cet hôtel-là en catimini pour aller dans un autre hôtel. Ouais. Fait que, tu sais, il sait qu'il est traqué, là. Ben, en fait, à ce moment-là, il n'y a pas encore la Interpol après lui, mais quand même. Ben, il s'en doute. Là, il s'en doute que ce sera pas long. Il a droppé un torse dans un... Puis il a envoyé des paquets c'est ça. au gouvernement. Puis il a posté une vidéo. Exactement, en plus. C'est tout. Il a jeté ses cartes d'identité. Ouais, ben... Je sais pas qu'est-ce que c'était peut-être genre sa carte étudiante ou genre une niaiserie comme... Mais il est cave. Ouais, vraiment. Tu sais, il y avait son nom. J'avoue que ça aurait été plus long. Oui, ça aurait été plus long. Ça aurait été plus long avant qu'il y avait son nom. Ouais. Mais il aurait quand même trouvé comme qui habitait dans cet appartement-là. Oui, mais quand même. C'est un building, il y a pas mal d'appartements. Ouais, vraiment. Ça aurait été un peu plus long pour la police. Là. Là, il y avait un nom direct, tu sais. Lui, il était dans le 301, il me semble. Oh, j'ai pas noté le numéro de l'appartement. Il me semble que c'est 301, l'appartement. Il existe encore. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui habite dedans aujourd'hui. C'est un petit 1,5 sur le carré. Et dans le documentaire Don't Fuck With Cats, il montre le building. Je sais pas s'il donne l'adresse, mais on le voit, le building. Ouais. On peut aller sur le bord de l'autoroute. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui habite là en ce moment. Oui. Bref. Le 28 mai, il contacte un Français de 51 ans, qui est un homme respectable, chef d'entreprise, avec qui il avait parlé précédemment sur Internet, et sur un site de rencontre. Fait que là, il se rend chez l'homme qui habite dans le quartier Clichy, dans le quartier Clichy-la-Garenne, encore une fois, pour les Parisiens. Fait qu'ensemble, ils ont bu du vin, jasé, sûrement autre chose. L'homme, il est allé se coucher tôt, travailler le lendemain, ben relax. Le lendemain, le 29, Magnotta, il se lève tôt. Puis là, cette journée-là, comme après, on sait qu'il a été dans le quartier des Batignolles cette journée-là parce qu'il y a plein de personnes qui ont rapporté l'avoir vu par après. Donc, on sait qu'il a parlé à des Canadiens dans un hôtel, qu'il a été dans un café. Il est tellement cave. Il est allé, apparemment, dans un magasin de parfums, il a essayé de voler un parfum. Ah, je savais pas ça. Ouais. Puis là, les vendeuses, ils l'ont confronté, ils l'ont vu. Puis là, il a tout de suite fait comme « Ah non, tu sais, je veux vraiment pas de trouble. » Puis il est parti, puis... Ah, mais là, il cherche la merde. Il cherche la merde. Tu sais, t'es recherché par la planète entière, tu voles un parfum. Esti de cave. Genre, keep a low profile, man. On sait aussi qu'il a essayé de retirer de l'argent dans un guichet dans ce coin-là. Tu sais, c'est le trait des psychopathes numéro 1, là. Ouais. Ils se pensent invincibles puis qu'ils vont jamais se faire pogner aussi. C'est ça, tu sais. Puis lui, son but, c'est d'être famous, fait que... Ouais, en plus. Fait que là... Ah oui, c'est ça. Ben là, fait que la police, ils apprennent tout ça, mais ils sont tout le temps comme 24-48 heures en arrière. Ouais. Tu sais. Ils peuvent comme le retracer. Là, le 1er juin, l'homme de 51 ans, chez qui il était resté une soirée, ben là, il catch qu'il a hébergé un fugitif vraiment dangereux. Fait qu'il contacte la police et il donne le numéro de téléphone que Magnotta utilisait au moment où il est venu chez lui. Fait que là, la police sont comme « Yes, on a son numéro de cellulaire, on peut le retracer, tu sais, go, genre... » Fait que là, il voit que le téléphone, il émet dans Paris, en fait, qu'il est dans le métro puis qu'il est en mouvement. Fait que là, ils sont comme « OK, go, go, go! » Genre, on y va, on le pogne. Tu sais, c'est comme une scène de film, genre... Ouais, et là, il arrive, il retrouve le téléphone, mais c'est pas Magnotta. Non. Il l'avait laissé dans une poubelle, puis c'est un employé d'entretien qui avait ramassé le téléphone, qui l'avait dans sa poche.
Ah, ça devait être décevant. Ça, j'imagine vraiment une scène de film, genre, On là, l'a. t'arrives, là, c'est le punch, puis là, l'homme, il se retourne, ce n'est pas de masse. C'était genre le petit concierge tout inoffensif. Qui est comme, qu'est-ce qui se passe? Mais Genre, entouré de, genre, du SWAT parisien. Ben oui. Wow. Bon. Fait que Magnotta, il avait été assez intelligent pour se débarrasser de son téléphone. C'est ça. Là, les policiers finissent par retracer tous les endroits où il a été. Tu sais, ils trouvent le nouveau hôtel, l'autre petit hôtel où il a été. Puis, le gérant, quand il voit la photo, il dit « Ah, ben oui, il était là, il a dormi dans la chambre 19. » Fait que là, les policiers, ils fouillent la chambre, il reste encore plein de trucs de Magnotta. Il a laissé genre une valise. Ils retrouvent le T-shirt de Mickey Mouse. C'était le T-shirt qu'il portait quand il a pris l'avion à Montréal, qu'on voit sur les caméras de surveillance. On retrouve des cartes, des trucs. Fait que... Mais encore une fois, trop tard. Pas l'homme. Non, pas l'homme. Alors là, à ce moment-là, fait que là, on est le 1er juin. Là, la police perd sa trace. Pendant quelques jours. Fait que là, pendant ce temps, Magnotta, lui, avait contacté un Berlinois sur Internet. Fait qu'il lui raconte qu'il est un peu perdu, sait pas trop où aller. Puis là, le Berlinois, ben gentil, il fait comme « Ah, ben oui, viens rester chez nous. » Genre, il ouvre sa maison. Alors là, le Berlinois, il se rend à la gare de bus pour attendre Magnotta qui arrive. Et là, il est un peu choqué en voyant le gars arriver parce que Magnotta, il pue. Il a les cheveux gras. Tu sais, il a vraiment l'air pas propre. Avec le Berlinois, au début, il est comme « Shit, qu'est-ce que j'ai fait? » Mais là, finalement, il arrive chez lui, il dit « Tu peux prendre une douche et peut-être que tes cheveux sont peut-être un peu longs, peut-être qu'on pourrait faire de quoi? » Puis là, finalement, Magnotta, il sort de la douche avec les cheveux courts parce que dans le fond, c'était une perruque. Ah! Fait que là, le Berlinois, il est comme, OK, ben le gars, il est cute finalement, puis il pue. Après une douche, il pue sent bon. pas, puis il a pas des cheveux gras dégueux. Fait que tout va bien, fait que là, il passe du bon temps. Magnotta, il est comme, il a plein d'argent, il est en mode YOLO, genre, je vais t'aider à payer une partie du loyer, il paye les drinks quand ils sortent en ville, tu sais. Parce qu'il faut dire aussi, Magnotta, c'est un beau bonhomme, là. Ouais, vraiment. Il est pas laid, là. Non. Alors, il était mannequin, il était escorte, il était... acteur porno gay, genre, il pognait, là. Oui, puis tu sais, ça faisait partie de sa personnalité d'être séducteur aussi, oui, vraiment, extrêmement. Là, à ce moment-là, Magnotta, il réactive son compte d'escorte. Bon move. Et il adresse une vidéo à ses fans. Il publie une vidéo sur YouTube qui dit « What's up? Hello to all my fans. » Il est genre vraiment relax, il fume une cigarette, genre, sur un divan. Puis ça dure juste 20 secondes, c'est juste ça, genre « Hello », genre. C'est vraiment juste pour je vais bien, narguer la police parce que... Oh, good. Et là, le matin du 4 juin 2012, pendant que son ami berlinois, il est parti dans une réunion, ben lui, il se rend dans un café Internet. À l'époque, les cafés Internet, c'était a big thing. Les jeunes, vous comprendrez pas ça, mais on avait besoin des cafés Internet. Moi, à Berlin, j'ai vraiment utilisé souvent les cafés Internet. Ben oui. Puis une fois sur deux, le micro marche pas. Faut que tu payes à la minute, genre. Là, d'ailleurs, mon chum, il pensait que c'était un café Internet qui était à côté de où nous, on habitait à Berlin. Mais nous, on habitait là en 2009-2010. Mais finalement, c'est dans le quartier Neukölln. C'est pas du tout dans le quartier où on habitait. Bon. Fait que là, il rentre dans le café Internet et le propriétaire, comme il voit Magnotta, puis il fait comme, ce gars-là, il me dit vraiment de quoi? Puis là, il se pose des questions. Puis là, il voit que Magnotta... à l'ordinateur, il est en train de regarder des photos de lui-même sur Internet. Je me rappelle de ça. Genre son truc Interpol, toutes les nouvelles sur lui, puis tout. Fait que là, ben là, c'est clair, là, le propriétaire, il est comme... Tu poses plus de questions, là. OK, c'est lui. Il contacte la police, et en attendant que la police arrive, il est bien nerveux, là, il arrête pas de sortir du café, il est peut-être comme... Grouillez-vous! Ouais! En plus, au début, la police sont comme... OK, ouais, on s'en vient, mais tu sais, aux dernières nouvelles, il était en France, là, fait que tu sais, genre, il pensait pas tant qu'il était à Berlin, tu sais. Fait que là, finalement, t'as la police allemande qui débarque dans le café Internet, là, puis eux, en Allemagne, là, la police, ils se déplacent tout le temps en fourgon. Ils sont tout le temps, genre...
7-8, là. Ils sont tout le temps genre des fourgons de police, là. Non, c'est imposant. Oh oui, là. c'est vrai. Ils sont vraiment imposants, pour vrai. Ben, c'est ça que ça devrait être, la police. C'est genre, faut que ce soit menaçant, là. Faut ouais, que tu imposant. chies dans tes pants quand t'es voilà. Ouais, fait que là, les genre 7-8 policiers ils débarquent dans le café Internet. Puis là, au début, Magnotta, il essaie de dire que c'est pas lui. Non, c'est quelqu'un d'autre, vous vous trompez. Puis finalement, il fait Classique, comme « You got me ». Fait que là, il se fait arrêter. Ah non! Finalement, wouh! Yeah. Arrêté, le 4 juin. Fait que sa cavale a pas duré trop longtemps. Non. 8 jours. Ouais. Puis il a pas eu le temps de faire d'autres méchancetés, mettons. Là. Ben, il a eu le temps de fourrer, il a eu le temps Ouais, de... c'est ça. Il a pas fait d'homme voyager, ouais, non. au moins pendant sa cavale. Là. Et là, bonne nouvelle pour le SPVM, il y a une entente d'extradition entre l'Allemagne et le Canada. Yes! Yeah. Mais, par exemple, la justice allemande dit oui, c'est bon, extradition, mais genre maximum d'ici 2 semaines, puis on a besoin que vous envoyiez un psychiatre pour l'accompagner pour le retour. C'est comme leurs conditions. Elles sont comme OK. Puis là, Magnotta, il se rend devant un juge et il ne s'oppose pas à son extradition. Ah. Je sais pas qu'est-ce qui se serait passé si c'était opposé. En tout cas, il a pas fait ça. Fait que là, finalement, là, la police de Montréal, le SPVM, il trouve un psychiatre qui est prêt à y aller. C'est le docteur Joel Watts. Et, par exemple, autre problème qu'il rencontre, il n'y a aucune compagnie aérienne qui veut s'occuper du rapatriement de Magnotta. Oh, God. Fait que finalement, c'est un avion de l'armée canadienne qui fait le rapatriement. Mais tu veux pas cette publicité-là? Non, tu veux pas. Puis tu veux pas le mettre dans un vol avec d'autres passagers. Tu veux pas risquer. Tu veux pas... Non. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, le docteur Joel Watts, il se rend à Berlin pour rencontrer Magnotta. Il le rencontre en prison. Puis là, il dit, c'est comme sa première impression. Il dit, il faisait vraiment chaud cette journée-là. Puis la première chose que Magnotta lui a dit, c'est est-ce qu'on peut fermer la fenêtre parce que j'ai peur qu'il y ait une sorcière qui puisse me regarder. OK. Puis tout ça sur un ton de voix vraiment enfantin. Ouais. C'était vraiment weird. Ça va être le fun pour le Dr. Watts de le psychanalyser, ce gars-là. Ouais, vraiment, ça devait être quelque chose. Là. Fait que là, mais il aussi, tu sais, il était pas tout à fait dans son état normal parce que le psychiatre de la prison allemande, lui, il avait prescrit de la médication assez lourde pour pas qu'il y ait d'hallucinations puis pour que le voyage se passe sans problème. Il y a aussi un détective montréalais qui est en charge de l'enquête qui est là pour le voyage. Et comme quand il arrive, il se présente. Puis là, Magnotta, il lui remet un petit papier sur lequel il est écrit qu'il n'y a rien à dire. Le détective, il est là, pas de problème. De toute façon, eux, ils voulaient attendre l'interro officiel. Puis justement, rien dire d'important dans l'avion. Là. Puis là, pendant qu'il était dans l'avion, c'est encore le psychiatre qui rapporte ça. Il dit que Magnotta, il grelottait dans l'avion, puis là, fait que les détectives, ils vont faire des couvertes, puis comme pour le réchauffer. Puis là, il a fait genre « Thank you! » Tu sais, vraiment de façon enfantine, encore genre comme... Ouais, c'était vraiment whack. Puis là, le psychiatre, dans ses notes, tu sais, il a tout de suite écrit genre « gut feeling », juste de même, genre « Est-ce qu'il joue la comédie? » Comme... C'est quoi ça? Ouais. Genre, c'est comme... c'est vraiment pas l'image de l'homme qu'on a vu dans les vidéos, dans les... Non. Non, comme... Ah bon. Fait que là, il arrive au Québec le 18 juin. Là, c'est la folie, les journalistes capotent, même que l'avion, ils ont, à la dernière minute, ils ont pas atterri à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, à Montréal, ils ont atterri dans un aéroport juste de marchandises, là, genre, pour pas qu'il y ait trop de journalistes. Puis là, il est transféré au centre opérationnel pour être interrogé. Et là, ce qui est vraiment important pour les policiers à ce moment-là, c'est de retrouver la tête de Junlin. Parce que là, les parents, eux, ils attendent vraiment ça pour pouvoir comme avoir le corps presque complet de leur fils. Parce que là, on a le torse, il manque un pied. Il manque de morceaux dont je vais parler dans pas long. C'est ça, fait qu'ils veulent vraiment, vraiment retrouver la tête pour pouvoir l'enterrer, puis comme que leur fils repose en paix. Donc là, la police, il l'interroge pendant 8 heures, mais Magnotta, il dit pas grand-chose, il est vraiment silencieux, il veut parler à son avocat, il dit « I'm sick to my head », comme « je suis malade dans ma tête ».
Les policiers lui présentent toutes les preuves qu'ils ont contre lui. Il réagit pas trop. Puis même, il tend une perche. Il dit, si tu nous dis où la tête, ben, tu sais, on va pas retenir cet élément de preuve contre toi en cours. Ça va être vraiment juste comme... Ça va rien te causer de plus, tu sais. Ils ont assez de preuves de même, là. Ils n'ont pas besoin de celle-là en plus. Rien, ça. Mais Magnotta, il dit rien. Là, il est transféré à Rivière-des-Prairies, dans la prison, puis il est placé... Pour la première nuit, il avait quand même peur, il savait pas trop son état mental, fait qu'ils ont mis une jaquette anti-suicide pour sa première nuit. Pendant ce temps-là, j'ai sauté un peu... je reviens dans le temps, en fait. Là, on était le 18 juin quand il est revenu à Montréal, mais le 5 juin, il y a 2 écoles de Vancouver qui ont reçu les restants du corps. Yeah! Alors, une école a reçu un paquet contenant un pied et l'autre une main. Et il y a, dans le fond, dans les paquets, c'était comme enrobé de papier de soie rose. Et il y avait, entre autres, des poèmes, puis il y en a un, le seul que j'ai réussi à trouver, qu'est-ce qu'il disait. C'est ça, il ne mentionne pas dans le documentaire Don't Fuck With Cats. Non. Mais il le mentionne dans le documentaire français sur Planète Plus. Ça dit « Roses are red, violets are blue. Police will need dental records to identify you. » Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, les roses sont rouges, les violettes sont bleues, et la police aura besoin... des empreintes dentaires. D'empreintes dentaires pour t'identifier. Parce que il avait enlevé les empreintes digitales sur les doigts de la victime pour pas qu'ils la reconnaissent comme ça. Un méchant malade. Un méchant malade. Et finalement, le 1er juillet, là, la police reçoit un fax. Ça existe encore, un fax. Avec des indications, genre de chasse au trésor, comme pour trouver la tête. Fait que là, ça leur dit de se rendre dans le parc Angrignon à Montréal. Et finalement, en suivant les indications, puis avec un maître chien... le chien, il trouve la tête qui était pas emballée, rien, était juste là, dans le parc, en grignon. N'importe qui aurait pu tomber là-dessus. Ouais. N'importe qui. Genre, c'est un parc populaire. Un enfant, genre. Ouais. Alors, finalement, les parents peuvent enterrer leur fils, au moins. Puis, ils décident de le faire enterrer à Montréal. Parce que c'est la ville que Junlin avait choisie pour habiter, puis il aimait vraiment Montréal, puis il voulait apprendre le français, puis... Fait que c'est ça, au moins ils peuvent l'enterrer. On arrive au procès. On va prendre une gorgée d'eau. Ouais. OK, procès. Go. Les accusations qui pèsent contre lui, meurtre premier, outrage à un cadavre, production et distribution de matériel obscène, utilisation de la poste pour distribuer ce matériel obscène, et harcèlement criminel envers le premier ministre et autres membres du Parlement. Je savais pas que ça pouvait être un chef d'accusation, utilisation de la poste pour... Moi non plus. Ça doit pas arriver souvent. Non. Alors, le 11 mars 2013, ça commence par l'enquête préliminaire. Donc, on réunit... C'est comme la présentation de l'ensemble des preuves qui ont été réunies pendant l'enquête qui est présentée. Puis là, c'est là que les parents de Junlin voient l'assassin de leur fils pour la première fois. Puis là, Magnotta, il arrive, là, il a quand même changé, tu sais, il est comme... Il a grossi, il est bourré de médicaments, il a l'air absent, il y a des boutons. Blême, il est comme... il y avait des fans de Magnotta qui étaient là. What the fuck, sérieux? Il y en a tout le temps. Et là, pendant la présentation des preuves, à un moment donné, là, ils montrent des photos de la valise avec le tronc en putréfaction dedans. Et là, le père de Junlin, il a dû quitter la salle. Oh my God, ça devait être horrible comme moment. Moi, j'ai un fun fact à dire par rapport à ça. J'avais oublié de te le dire. Ouais? J'avais été demandée pour faire partie du jury. Ben non! J'avais été appelée. J'ai pas été retenue, là, obviously. Mais c'est vrai, j'avais oublié ça. Tu m'as jamais dit ça! J'étais allée à l'université. J'étais à l'université dans le temps, puis fallait que
tu te présentes. Puis Ouais. là, on devait être des centaines et des centaines dans la salle. Puis là, ils lisent des points, puis ils disent si telle affaire, tu peux sortir de la salle. Si telle affaire, tu peux sortir de la salle. Ouais. Puis moi, c'était pour la raison pour laquelle j'avais été exemptée, c'était si t'es à l'école à temps plein, tu peux sortir. Puis j'étais sortie parce qu'au début, j'étais hey, je veux trop le faire. Ouais. Puis après, il y avait l'avocat de Magnota qui était là. Puis il y avait une photo du gars de Magnota qui était là. Puis on dirait, j'ai regardé la photo, puis sur la photo, il était dans sa camisole de force, là, avec les bras croisés blancs comme ça. Puis j'avais eu comme un haut le cœur. Puis non, je serais pas capable. Parce il lisait dans le statement au début, puis il disait, dans cette audience, vous allez voir la vidéo, vous allez voir, il énumérait tout ce qu'on allait voir. Puis non, je serais pas capable. Ah ouais, puis tout le monde sortait un par un. Puis au début, je voulais vraiment le faire. Puis finalement, je c'est dommage le meilleur crime de potin! J'avais oublié je sais pas pourquoi j'ai oublié ça. C'est fou! Ouais, c'était jury duty, là. Genre, c'est déjà c'est comme mon rêve d'aller Ouais, mais celui-là... sur un procès. Mais celui-là, ça aurait été rough. Genre, j'aurais vu le torse, j'aurais vu les vidéos, genre, t'as besoin d'une coupe de thérapie. Ben, c'est ça, je sais après, pas là. si tu reviens de ça, tu sais. Ouais. J'avais complètement... Je viens juste d'allumer. Bref, voilà. J'avais tellement oublié! Tu peux continuer. OK. Ouais, ben, parlant de la vidéo, ben là, il la diffuse à ce moment-là. Magneta regarde la vidéo. Il baisse un peu les yeux. Des fois, il continue à regarder. À un moment donné, il met sa main devant sa bouche comme en signe de dégoût. Puis... Il s'évanouit pas, ouais, c'est ça. À la fin de la vidéo, il se lève puis il s'effondre par terre. Ouais, c'est ça. Il s'évanouit. C'est whack. Fait que là, lui enregistre un plaidoyer de non-culpabilité pour non-responsabilité criminelle. Donc là, ça va être ça, comme le procès. Tout le procès. Fait que, tu sais, c'est vrai que Magneta, il a un historique de schizophrénie, comme tu l'as présenté au dernier épisode. Ben, tu sais, son père était schizophrène, puis même lui avait été diagnostiqué schizophrène dans son adolescence. Il entendait des voix. Il a été hospitalisé plusieurs fois pour des troubles psychiatriques. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, selon les experts, ben, il souffrirait de schizophrénie, de troubles de la personnalité borderline. Tu sais, pendant sa vie, apparemment qu'il aurait déménagé souvent, il changeait souvent de numéro de téléphone, il se sentait souvent à pied, suivi, menacé. Il a fait des nombreuses plaintes à la police parce qu'il avait peur dans sa vie. Là, il y a, tu sais, dans le documentaire, là, il parle de Manny, là. Je vais dire quelques mots là-dessus, là. Je pense pas que c'est... De Manny? Ouais, te rappelles-tu dans Don't Fuck With Cats, là? Non. Dans le fond, une de ses hallucinations s'appelait Manny. Ah, oui! Fait que c'est comme... Mais en même temps... que tu parlais d'une Manny, genre, qu'il y avait. Okay. C'est ça, puis tu sais, lui, il dit que c'était une vraie personne, puis que Manny l'a forcé à faire des choses, puis que c'est Manny qui a dit de tuer les chats, puis que c'est Manny qui disait de tuer Junlin. Puis, tu sais, même sa pauvre mère qui pense que elle est convaincue que c'est une vraie personne, puis que son fils, il est pas coupable. C'est comme, non, c'est... Puis que Manny était là au moment du meurtre. Comme, ça n'a pas de sens, là. Mais non, c'est juste une voix dans sa tête. Puis en fait, probablement que ça fait référence à un nom dans le film Basic Instinct, là, sur lequel il tripait, puis qu'il se basait pour plein de trucs. Alors, la question, est-ce qu'il était conscient de la différence entre le bien et le mal au moment des faits? C'est ça, la non-responsabilité criminelle. Alors, la version de Magneta, je te raconte ça. Lui, là, selon lui, ce qui s'est passé cette soirée-là. Ça, c'est la partie fun. Bon, fait que là, oui, il dit qu'il avait placé l'annonce sur Craigslist, il voulait des activités sexuelles impliquant le bondage. Junlin a répondu, ils se sont donné rendez-vous, se sont rencontrés. Alors, il est arrivé chez lui, ils ont bu du vin. En fait, Junlin a bu du vin, mais... ils ont eu une relation sexuelle. Fait que là, Magneta, il dit que c'est lui qui était attaché en premier et que Junlin s'est montré rude pendant l'acte sexuel, qu'il voulait pas ralentir ou s'arrêter quand il demandait. Le Magneta est devenu anxieux. Il a pris du temazepam, un somnifère. Et là, Junlin en aurait voulu aussi. Alors qu'on sait très bien que le temazepam, il était dans la bouteille de vin. Alors, Junlin ne savait pas qu'il en prenait.
Ensuite, Magnotta se serait rendu à la fenêtre et là, il aurait vu une voiture noire là, ça lui a fait penser que Junlin, c'était un agent du gouvernement. Fait que là, c'était au tour de Junlin d'être attachée après. Puis là, il dit qu'à ce moment-là, il y avait des voix qui résonnaient dans sa tête, puis qui disaient que Junlin était là pour lui faire du mal, que c'était un agent du gouvernement et qu'il devait le tuer. Alors, Junlin ligoté sur le lit, Magnotta lui a tranché la gorge. C'est ça qui l'a tué finalement. Puis, bon, il a coupé la tête, les membres, comme on sait. Et encore, il dit sous l'impulsion de cette voix qui disait « Retourne-le d'où il vient ». Puis c'est pour ça qu'il a pensé de retourner le corps au gouvernement. Fait que là, après ça, il a mis la tête de Junlin dans le réfrigérateur parce qu'il pensait qu'elle envoyait des messages. Et il a fait la même chose avec les mains pour pas qu'elle lui transmette des microbes. Il tient ça de sa mère. Ouais, c'est clair. Et ensuite, il y avait un chiot dans cette histoire-là, dans la vidéo. Ben là, ensuite, il a noyé le chiot parce que c'est un méchant malade. Ouais. Ensuite, il a acheté une valise pour mettre le tronc, mais là, il s'est rendu compte que c'était trop gros pour l'envoyer au gouvernement. Fait que c'est pour ça que finalement, il l'a juste mis aux poubelles. Mais son plan, c'était quand même de l'envoyer au gouvernement, le tronc aussi. Le tronc, ouais. Fait que là, il a posté le reste, comme on le sait. Puis, il dit, ben c'est ça, il a envoyé aussi à 2 écoles à Vancouver, mais il ignore pourquoi. Et il dit, peut-être... C'est des écoles random, en plus. Ouais, vraiment. Il dit, peut-être parce que Junlin avait parlé de Vancouver. Who knows? C'est vraiment weird. Il dit, puis là, après ça, il dit qu'après, il a amené la tête au parc en Grignon, puis qu'il a commencé à faire une petite cérémonie funéraire pour que son âme repose en paix, mais qu'il a dû arrêter parce que des gens arrivaient. Oh, regarde, s'il est fin. Ah, ben fin. Puis après ça, il pense qu'il est resté 36 heures sans dormir entre le 24 et le 26 au soir, ce qui est peut-être vrai, en fait, là. Jusqu'à son départ pour la France, et il croit que c'est pas lavé. Il pense qu'il a mangé de la pizza. Effectivement, les policiers ont trouvé une facture de pizza dans les poubelles. Et il dit, s'il a tourné une vidéo du démembrement, qu'il l'a mise en ligne, ben c'était pas pour choquer la population. Non. C'était pour faire taire les voix et faire peur au gouvernement. Voilà son explication. Ça n'a aucun sens. Puis il dit, je peux pas expliquer pourquoi. La vidéo s'appelle One Lunatic, One I Speak. Il dit que ça y est venu spontanément. Voilà. Ça, c'est sa version. Ça me fait toujours rire, les histoires, les versions des meurtriers, là. Fait que là, après ça, t'as le côté de la couronne. Fait que là, la couronne, c'est comme, OK, ouais, oui, tu sais, il y a des problèmes psychologiques, mais ça explique pas tout. Entre autres parce qu'il y avait préméditation dans tout ça. Ouais. Et la psychose n'explique pas la vidéo, le montage, tout ce qui vient autour. Non, il y a du travail là-dedans. Là. Ah oui, vraiment. Là, c'est pas quelque chose de désorganisé qui est arrivé soudainement. Là. Non, vraiment pas. Et que là, dans une des preuves importantes pour la préméditation, il y a, tu l'avais mentionné, là, il y avait un journaliste à Londres qui avait publié un article sur Magnotta qui tuait des chats. Puis il était même allé confronter Magnotta en personne. Magnotta, il dit « Ah non, c'est pas moi, blablabla. » Puis quelques jours après, le journal où travaillait ce journaliste-là, de Sun, ont reçu un courriel qui disait, je l'ai traduit, qui disait sans s'identifier, là, on sait très bien que c'est Magnotta. Une fois qu'on tue et qu'on prend le goût du sang, il est impossible de s'arrêter. Mais la prochaine fois que vous allez entendre parler de moi, ce sera dans un film que je produirai et où il y aura certains humains, et pas seulement des chatons. Et ça, c'était avant le meurtre. Ça, c'était en décembre 2011. C'était plusieurs mois puis le meurtre avant en mai 2012. C'est ça. Fait que ça montre vraiment la préméditation qu'il savait qu'il allait tuer quelqu'un dans un film. Une autre preuve qu'il présentait, c'est... en réécoutant la vidéo, la police l'a vraiment écouté, puis il y avait accès à des scènes qui sont pas dans le montage final aussi. Mais là, la police, ils ont comme fini par remarquer que c'est pas juste Junlin qu'on voit attaché sur le lit. Il y a un autre homme. Ouais. Fait que là, ils se rendent compte que, dans le fond, en fait, puis là, ils regardent les vidéos de surveillance de l'immeuble dans les jours avant. Puis là, ils voient qu'une semaine avant, Magnotta, il était rentré chez lui avec un autre homme.
Puis c'est cet homme-là qu'on voit sur la vidéo. Puis cet homme-là ressort vivant de l'appartement le lendemain, mais il semble vraiment comme drogué, sous, comme vraiment pas le genre... Magnotta, il l'aide à marcher là, en sortant, là, tu sais. Fait que ce que la police pense, c'est qu'une semaine plus tôt, il s'était pratiqué à intoxiquer, tu sais, probablement qu'il avait drogué avec comme il a fait le avec dans le somnifère. vin, ouais. C'est ça, pour se pratiquer, puis voir là, comme la quantité qu'il devait utiliser. Et qu'encore une fois, préméditation. Hey, ce gars-là, Mm-hmm. il doit-tu être heureux de... Eh oui. Puis en fait, la police, il s'est jamais présenté à la police. Je sais. Ils l'ont cherché, mais ils n'ont jamais pu l'identifier. C'est fou, hein? Ouais. Ben, moi non plus, je m'identifierais pas, je pense. Ouais, tu dois juste être T'as vraiment honte content d'être en vie. Puis t'es fucking content d'être en vie, tu veux plus avoir rien à faire avec cette histoire-là. Non, c'est ça. Tu veux pas être identifié avec cette histoire-là le reste de Non. ta vie. C'est ça. Fuck that. Ouais. Non, je le comprends. Puis en plus, la manière dont ils se rencontrent d'habitude, tu sais, ils répondent à... Tu sais, ça a probablement une autre affaire de... Il a posté une annonce sur Craigslist, puis qu'il a répondu, fait qu'il a peut-être un peu honte aussi, puis Ouais, c'est ça. il voulait pas que personne le sache. Mm. Peut-être. Peut-être. Ouais, tu sais, peut-être qu'il était même pas ouvertement gay. Ou, Exact. C'est pas là. Comme John Lennon, qui était pas ouvertement gay du tout. Ouais, c'est ça. Mm. Il y avait aussi, bon, c'est ça, tu sais, la bouteille de vin qu'il y avait le somnifère dedans, fait que ça correspond pas à ce que Magnotta racontait. Son autre de Berlin, tu sais, puis l'autre français aussi, tu sais, ils disent que Magnotta, il avait l'air vraiment normal, là, il avait pas l'air, tu sais, pantoute en... Il était bien chill, là, comme tous les jours qu'il était avec eux, puis... Fait que, tu sais... Fait que toutes ces preuves-là, tu sais, avec tout ce qu'on sait, tu sais, clairement, oui, Magnotta, il est pas bien dans sa tête, il souffre de schizophrénie, de troubles de la personnalité, mais tout ça a été prémédité, puis c'est pas juste une psychose qui explique ça, tu sais. Non. Ça marche pas, tu sais. Ah oui, là, il y a fun fact que j'ai trouvé sur le procès. J'aime ça, nos fun facts sur les tueurs, c'est... Le Français qui avait hébergé Magnotta à Paris, il était plutôt évasif pendant son témoignage par vidéoconférence. Puis là, en insistant, en posant des questions, ben là, il était mal à l'aise parce que, en fait, il a avoué que chez lui, dans le fond, tout le monde était obligé d'être tout le temps tout nu. Genre, tu rentres chez eux, faut que tu te déshabilles? Oui. C'est quand même drôle. Toute qu'une règle. Ben oui, c'est drôle. Ben, je veux dire, c'est pas grave. Non, c'est juste drôle. C'est juste drôle. Fait que, pendant le procès, il était comme gêné. Il racontait que Magnotta est venu chez lui, mais il était comme « Ah, ouais, on a fait ça. » Puis il voulait comme pas le mentionner. Oh mon Dieu. Très drôle. Puis là, l'avocat de la défense, il avait l'air vraiment whack. Là. Sans tout ce que j'ai lu sur lui, comme... ça dit que plutôt que de laisser la couronne exhiber la scie oscillante qui a servi à démembrer le corps, ben la défense a choisi de le présenter elle-même, comme en prévision que la couronne allait montrer cet objet, genre cette preuve-là. En tout cas, pas cette preuve, preuve? Cette évidence. Preuve, évident. Evidence, c'est preuve. Ouais, évident. Ouais, non, c'est vrai. Preuve? T'as le bon mot. Puis là, non seulement il a présenté ça, mais en même temps, il a présenté tout le contenu des poubelles qui avaient été trouvées sur le trottoir à côté de chez Magnotta. Toutes les poubelles. Et l'exercice a duré plus d'une journée. Tout? Hein? Mais genre, c'est déchets? Oui! Mais c'est quoi le rapport? Qu'est-ce qui est relevant là-dedans? Genre, pour être sûr que la couronne n'allait pas présenter quelque chose qu'il avait pas pensé présenter, genre. Ben, voyons donc. Avec le juge, je savais pas cette partie-là. C'est ça, c'est des fun facts, moi non plus, je savais pas. Le juge, il dit, je comprends, c'est une frappe préventive, mais est-on obligé de passer à travers tout ça? Ben, mais c'était genre, il y avait des pleurs de bananes, puis genre... Ah! C'est quand même wack comme mot. Vraiment? Autre moment wack de l'avocat de la défense. Avec la scie oscillante, justement, il l'a fait partir, genre, tout le monde a sursauté, tu sais. Puis aussi, il a pris le marteau que Magnotta avait aussi utilisé pour son crime, puis il a tapé sur le mobilier, genre, de la salle de cours. Mais ça prouve quoi? Ça aide dans quoi? Je sais pas, il est juste vraiment whack. Oh mon Dieu. Ah, je savais pas ça. Puis... les wacks attirent les wacks, faut croire. Ah oui, puis aussi, apparemment que
après 20 jours de témoignages d'experts, 20 apparemment, jours, par ailleurs. apparemment que l'avocat de Magnotta aurait invité le jury à complètement ignorer tous les psychiatres experts. Comme... Quoi? En tout cas, écoute, je sais pas si c'est vrai, mais c'était dans un article de journal. Je suis comme, OK. Sûrement que le jury était « Ah, OK. Ouais, OK. OK. Ouais. Ah oui, aussi, encore l'avocat Wack, pendant la vidéo du meurtre, ben, elle a été montrée 2 fois plutôt qu'une au jury. Une fois, la couronne l'a montrée juste d'un trait, là, genre one shot. Mais la défense aussi l'a montré, mais l'avocat, lui, il l'arrêtait. Ouais, il prenait des pauses pour expliquer, pour décrire ce qu'on voyait. Je veux dire... Un truc qu'ils ont déjà vu, tu le remontes, tu l'arrêtes, puis t'en reparles. Ouais. Comment? C'est pas nécessaire, là. Ben, ça t'aide pas du tout parce que ça le fait... le jury, ça les fait haïr Magnotta encore plus. Mais oui, c'est ça. De le revoir tu et veux de pas le revoir. voir cette vidéo-là. Ben non. Thank God, je suis contente de pas l'avoir fait. Ouais. Je pense pas que je serais co-host de ce podcast. Si t'avais vu la vidéo. Je me tiendrais loin. Ouais. Bref. Puis, ben c'est ça. Fait que là, ça, c'était les trucs wack. Fait que au final, tu sais, je pense que... Wack de chez wack! C'est vraiment wack, là. Puis, ah oui, j'ai vu comme dans les trucs comme l'analyse psychiatrique de Magnotta, ça, j'avais jamais entendu ce terme-là, mais ça disait personnalité limite avec trait histrionique. Histrionique, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un trouble de la personnalité caractérisé par un niveau émotionnel et un besoin d'attention exagéré. Ah! Lui, c'est ça. Genre, c'est ce qu'il voulait tellement, c'était l'attention à tout point, mais vraiment à tout point, tu sais. Ben, d'où la controverse par rapport à Don't Fuck With Cats, justement, parce que ça y a donné le fame qu'il voulait. Ouais. Tu sais, t'as quand même un documentaire sur toi sur Netflix. Ben oui, c'est ça. Là, lui, il est quand même content, là. Il il est content. Il a la gloire. Ben, pas la gloire, mais comme la renommée. Mais t'as-tu vu les vidéos quand il se fait arrêter, il fait genre des petits sourires, puis il fait genre des... Tu sais, il est content, là. Ah ouais, il a pas résisté. Non, ben il voulait être fameux, il voulait être célèbre à tout prix, il l'a eu. Puis en plus, là, lui, évidemment, le verdict l'a trouvé coupable. Prison à vie. On n'a pas cru. No shit. On n'a pas cru aux arguments de la défense. Et ben là, en prison, il est en prison à Port-Cartier. C'est quand même loin, ça, sur la Rive-Nord. La Rive-Nord, la Côte-Nord. La Côte-Nord. Puis là, pendant qu'il était en prison, ben il recherchait son prince charmant. Puis apparemment qu'il l'a trouvé. Oui. Fait qu'en juin 2017, j'ai entendu parler de ça. Il s'est marié avec Anthony Jolin, un autre prisonnier qui était lui aussi en prison pour le meurtre d'un adolescent. Et en plus, quand il était en prison, ben il aurait tué qui aurait essayé de tuer un co-détenu, mais il a survécu finalement, le co-détenu de justesse. Fait que là, il est en prison encore plus longtemps pour ça. Fait que là, ils sont mariés. Puis ils sont And in love. Heureux en prison. Voilà. Je suis sans mots, encore une fois. C'est sûr que lui, il est genre... Ça finit bien, son histoire, dans sa tête à lui, là. Ouais. Il est heureux, il est en prison, il est marié, il est en amour, il est famous. Tu dis son nom n'importe où dans le monde, tout le monde sait. Tout le monde sait c'est qui. Ouais. C'est ce qu'il voulait. Ouais, il l'a eu. Ouais. Mais il y a une très, très grosse controverse par rapport aux documentaires qui sont sortis à cause de ça. Vu que ça y donnait... Ben oui. Ouais. Il y a des campagnes de boycott qui se sont faites, puis il y a des... Ben oui. Ah, je savais pas. Mais en même temps, les gens sont curieux. Là, je veux dire. Oui, je veux dire, des documentaires de true crime, il y en a tout le temps. Là, ben oui. Je connais personne qui l'a pas écouté, en allemand. Ouais. Pour ceux qui aiment pas le true crime, mais... Ceci conclut nos nos 2 épisodes spéciaux sur Luca Rocco Magnotta. Ouais, fallait qu'on le fasse. C'était dans les classiques québécois. Ouais. De true crime. Oh my God. En plus que je savais pas qu'on a un super crime de potin qui t'impliquait. Je te jure, j'ai pas allumé jusqu'à temps que tu parles du jury. J'ai fait « Ah ben tabarnouche! » J'étais là. Aïe, aïe. Puis, dans mes souvenirs, il me semble que je l'ai vu. T'as vu, mais je suis pas sûre. J'ai vu un gars en camisole de force. Hein? Mais je sais pas si c'est lui. Puis en même temps, je me dis, pourquoi il y aurait un autre dos dans la camisole de force? Parce que dans la salle, ben, j'ai vraiment un vague souvenir, là. Parce qu'à l'époque, je la connaissais pas extrêmement bien, l'histoire non plus. Ouais. Puis tu sais, j'avais 21, 22 ans, genre.
j'étais pas... je sais pas. J'étais pas fan de true crime comme je suis aujourd'hui. Tu t'étais pas encore découvert. Non, mais ouais. Je te jure, je m'excuse à tout le monde. J'ai rien allumé. Ben, c'était un bon punch. Moi, j'ai aimé ça. Tu m'as même surprise, moi. Je demandais à ma collègue avec qui j'habitais avant, à ce moment-là, si elle s'en rappelle. Ah oui. Je vous reviens, si j'ai plus de détails. Sur moi qui n'ai aucune mémoire dans la vie. Bref. Donc, merci pour ce bel épisode, Hélène. Ah, ça fait plaisir. C'était génial. Good job. C'était le fun, un épisode à 2. Ben, tu sais, pas tout le temps, mais pour un cas de même, c'était comme... Ah, ben, surtout que les deux, on connaît très bien l'histoire. Ouais, c'est ça. Fait qu'on n'avait pas tant de surprises Non, c'est ça. pour l'une l'autre. Genre, on a eu quelques surprises. Quelques surprises, quand même. On a fait des bonnes recherches. Ouais. Fait que, ben, on se revoit dans 2 semaines. Ouais. Puis, n'hésitez pas à nous écrire. Ouais. Puis, voilà. Puis, c'est ça. À bientôt. Ouais. À bientôt. Bye. Bye.